avec grand plaisir d'accueillir Edwige Cherouter. Vous recevrez, après la conférence, tous les inscrits, vous recevrez notamment une liste de ressources publiées par Edwige Cherouter, dans laquelle il y a un Padlet remarquable, plein d'outils. Donc, vous pourrez comme ça poursuivre après vos recherches et votre intérêt sur la question de la philo et des enfants. Alors, pour présenter la conférence d'aujourd'hui, je remarque que le 2 janvier prochain, c'est-à-dire, hélas, après les fêtes, le prochain livre d'Edwige Chirouter sort. À quoi pense la littérature de jeunesse? Des enfants, des questions, des histoires. Pourquoi on meurt? On peut être méchant et heureux. Comment on peut savoir que c'est vrai? Et en fait, l'éditeur, qui est l'École des lettres, parle du fruit d'un long et passionnant voyage où se rencontrent philosophie, littérature et enfance. Ça, c'est la vocation d'Edwige Chirouter. Alors, passionnant voyage depuis sa thèse, l'enfant, la littérature et la philosophie, qui était donc sous la direction de Michel Tozzi. Et passionnant voyage qui avait commencé classiquement comme prof de philo, spécialiste du 18e, de Rousseau, puis découverte du premier degré comme formatrice en IUFM, et à l'occasion de la découverte du premier degré, découverte de la pédagogie de Germaine Tortel, que nous découvrons grâce à elle, qui fut inspectrice des maternelles et des classes élémentaires au siècle précédent, et qui était créatrice d'une pédagogie de l'initiation non directive, ce qui visiblement a lancé Edwige Chirouter sur la piste de la philo avec les enfants. Donc actuellement professeur des universités en philosophie, sciences de l'éducation à Nantes. Et c'est là, à Nantes, qu'après le massacre de Charlie, l'UNESCO a sollicité Edwige Chirouter en 2016 pour créer la première et unique chaire au monde spécifiquement consacrée à la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents, c'est-à-dire en gros de 4 à 18 ans. Et pour l'UNESCO, j'ai un peu lu ce qui est écrit, la pratique de la philosophie est un des moteurs essentiels pour développer l'esprit critique, les compétences démocratiques, pardon, l'empathie, l'ouverture, le dialogue interculturel. Donc Edwige Chirouter a créé le premier diplôme universitaire pour l'animation d'ateliers philo à Nantes et au Mans. Et à ce titre, elle a un labo, une équipe de doctorants, d'enseignants, intervient dans les écoles, les universités pour former différents acteurs du système éducatif qui vont animer des ateliers philo enfants et enfants ados. Et pour l'UNESCO, elle effectue notamment des missions de sensibilisation d'animation dans l'ensemble du monde de la francophonie, Liban, République démocratique du Congo, si j'ai bien compris, récemment dans une île perdue de Polynésie, l'île de Rogotou, voilà, bientôt Djibouti. Hmm. Et voilà, et les ateliers se multiplient en France et ailleurs. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un atelier qui s'appelait Les Petits Platons à Nouméa. Donc, en gros, vous êtes colporteur de la philo avec les enfants. Et on s'est bien amusé quand on s'est rencontrés en parlant des quatre coins de la planète, ce qui effectivement est un peu provocateur. Et donc, pour conclure, je dirais que vous êtes spécialiste du 18e en philosophie et en fait, à travers tout ça, vous aspirez à répondre au mot d'ordre de Diderot, rendons la philosophie populaire. Donc, c'est ce que vous allez faire avec nous ce soir. Voilà. Et donc, avant de vous passer la parole, je voulais simplement dire à tout le monde que on va vous écouter pendant une heure. Et puis, après, on reprendra les questions du public. Donc, les questions, elles passeront par le chat. Et nous sommes trois, Annick, Yasmine et moi-même, pour relayer les questions. Et à 19 heures, on clôturera. À vous et merci. Bonjour, merci. Je ne sais pas si Yasmine, tu dis un mot ou pas, ou je commence directement. Je viens dire bonjour à tout le monde et puis que je suis détentrice du fameux diplôme et mon mémoire a été dirigé par Edwige Chirouter. Donc, je suis très heureuse d'être ici pour recueillir vos questions tout à l'heure.
Parfait. Donc, je partage mon écran. Alors, attendez, juste, hop. Donc, je, ok, panorama, notre présentateur. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Pas encore. Alors, on y va, on fait ça, hop. Et Oui, ensuite, et voilà. C'est C'est bon, bon. vous voyez? Ok. Ben, j'y vais. Donc, je vais parler un petit peu toute seule, hein. C'est un peu toujours compliqué en visio. Heureusement que j'ai quand même deux, trois visages devant moi. Sinon, c'est toujours une expérience un peu étrange. Donc, Là, vous êtes pas, enfin, pour moi, en diaporama. On voit les diapos de côté, on voit simplement. alors, moi, j'ai besoin d'avoir ce type de format-là pour faire ma Ah, conférence. d'accord, ok, c'est Pour bon. vous, est-ce que vous voyez au moins Le titre, oui, la diapositive principale? oui, oui. C'est bon pour vous? Ok. Donc bah, j'y vais donc pendant une petite heure et puis évidemment après un temps d'échange entre nous. Donc je vais essayer en une petite heure de voir avec vous un peu les fondamentaux. Qu'est-ce que j'entends moi par pratique de la philo avec les enfants? D'où ça vient? Quels en sont les principaux enjeux, les différents types de dispositifs? Et pour moi, et pourquoi il me semble que la médiation de la littérature est nécessaire, indispensable dans ce type de pratique pour en éviter notamment les risques de dérive ou les différents écueils. Alors, je commencerai d'abord par rappeler un paradoxe qui est le paradoxe de cette rencontre qui peut paraître complètement improbable entre, d'un côté, le monde de la philosophie et le monde de l'enfance. Alors, vous le savez, en France, et c'est pas du tout une exception, c'est partout comme ça dans le monde, en fait, on enseigne la philosophie quand on sort de l'enfance. Il y a vraiment une dissociation entre ces deux mondes-là. La philosophie n'est enseignée qu'au lycée ou qu'à l'université. En France, seulement dans les classes terminales, des lycées généraux et technologiques, mais pas professionnels. Il n'y a pas de philo en bac pro. Ce qui exclut de fait l'immense majorité des enfants des classes populaires, qui sont sociologiquement orientés vers ce type de filière, ou qui arrêtent d'ailleurs aussi leur scolarité avant la terminale, ce qui fait que de fait, très peu de gens, peu de monde font de la philosophie. Ça reste une discipline extrêmement élitiste, réservée à. Bon. Et pourtant, je vous ai mis la couverture d'un documentaire que vous connaissez peut-être, hein, Ce n'est qu'un début, où ils ont filmé pendant 2 ans les mêmes enfants d'une école maternelle, 2 années d'atelier philo. On n'a pas la diapo, là. Vous n'avez pas ma diapo. Alors ça fonctionne pas donc. on n'a que la première pour À la première. l'instant. Hmm. Alors ça fonctionne pas. Voilà, c'est Là, bon. c'est bon. C'était bon. Non, pour moi ça fonctionnait pas. Désolée, il y a un souci technique. Hop. Je partage. Ah, il est Parfait, bon, il est bon, il est là. c'est bon. Là, c'est bon? Ah Oui, ouais, ce n'est qu'un début. Voilà. Avec la philosophie qui n'est enseignée, c'est bon pour vous, ça déroule bien? Ouais. Ok. Et donc, pourtant, voilà, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions philosophiques. Les enfants sont dans une expérience philosophique fondamentale qu'Aristote, philosophe grec, hein, appelait l'étonnement devant le monde. Aristote disait que ce qui distingue les humains des autres animaux, c'est d'abord la capacité à s'étonner. C'est parce que les hommes sont capables d'étonnement qu'ils vont créer toutes les formes de pensée, les mythes, les contes, les sciences, les arts, la philosophie existent d'abord et avant tout parce que les hommes devant le monde sont capables d'étonnement. C'est et pourquoi et comment. Et ça, tous les éducateurs le savent, hein, 3-4 ans, voilà. On retrouve chez chacun des êtres humains de cette planète cette capacité fondamentale à s'étonner devant le monde. Et les enfants, si on prend la peine de les écouter, nous renvoient justement à des questionnements philosophiques, existentiels, fondamentaux, très dérangeants. On va voir qu'on a justement parfois du mal, nous adultes, à recevoir ces questions qu'on avait peut-être oubliées, évidemment, sur la mort, sur le mal, sur la violence, sur le bonheur, enfin sur la vie, la mort, quoi. Voilà. Et donc, l'idée de la philosophie avec les enfants, et je reviendrai sur cet enjeu-là,
c'est de prendre ce questionnement au sérieux. Voilà. Les enfants ont 3-4 ans et à 3-4 ans, parce qu'on est des êtres humains, eh bien c'est normal. On se pose des questions fondamentales, universelles, intemporelles. Et il s'agit de saisir ce moment de l'existence humaine, de l'étonnement devant le monde, pour commencer ce long chemin jusqu'à ce que mort s'en suive, hein. Les questions philosophiques, elles sont universelles, mais elles seront aussi intemporelles, non seulement à l'échelle de l'humanité, puisque déjà Socrate, Platon se les posaient déjà, et qu'elles sont aussi intemporelles à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire que c'est intemporel au niveau de l'humanité, mais c'est aussi intemporel à l'échelle d'une vie individuelle humaine. Ce sont des questions qu'on commence à se poser à 4 ans et qu'on se posera tout au long de notre vie. Donc l'idée, c'est ça, c'est de saisir ce moment profondément philosophique de l'étonnement devant le monde pour commencer un apprentissage patient, régulier de la philosophie. Alors je vais vous citer un philosophe, Montaigne. Il y a plusieurs philosophes hein, dans l'histoire, il faut pas croire. Il y a quand même plusieurs philosophes qui ont milité, qui ont œuvré à la philosophie pour enfants, qui ont pensé que leur discipline était justement trop élitiste, trop réservée à. Je pense à Épicure, philosophe grec, hein, une formule qui est devenue célèbre. On n'est jamais ni trop jeune, ni trop vieux pour philosopher, ce qui montre bien justement ce côté intemporel des questions philosophiques. Et puis il y a Montaigne. C'est une citation que j'aime bien montrer parce qu'elle me paraît incroyablement actuelle. Voilà ce que dit Montaigne. Il est incroyable que les choses en soient là en notre siècle, en 1500 et quelques, hein, que la philosophie ne soit, même chez des gens d'entendement, c'est-à-dire même chez l'élite, hein, qu'un nom vain et fantastique auquel on n'accorde ni utilité ni prix. Ça sert à quoi, quoi? Ça sert à rien. Bon. Aussi bien dans les esprits hein, que dans la réalité. En fait, personne n'en fait. On a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants, et d'un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Qui me l'a masqué de ce faux visage pâle et hideux? Il n'est pourtant rien de plus gai, de plus gaillard, de plus enjoué, pour un peu, je dirais, j'adore, de plus folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps. Tout commence par un banquet, hein, quand même, hein, faut bien se le rappeler. Une mine triste et transie montre que ce n'est pas là son gîte. Donc, vous voyez déjà Montaigne prôner non seulement pour une démocratisation de l'accès à la philosophie et notamment aux enfants, et il prônait aussi, c'est ce qu'on va voir, mais une philosophie folâtre, voilà, gaie, joyeuse, et on verra que les pratiques de la philosophie avec les enfants, elles ont aussi évidemment cette préoccupation de rendre cette activité particulièrement ludique, joyeuse, même si elle est difficile, hein, avec les enfants, même tout petits. Alors la philosophie avec les enfants, même si institutionnellement on On est l'a, toujours sur la même diapo. Ouais. donc ça veut dire que techniquement ça fonctionne pas. Ce n'est qu'un début. Ah On non, est- mais ça fait longtemps que j'en ai passé plusieurs déjà, hein. Voilà, donc vous allez nous les remontrer doucement. Alors il faut que techniquement on règle le problème, parce que pour moi mon PowerPoint il défile. Vous allez me dire comment faire. Euh, Mode présentation, normalement. Ça y est, moi j'ai ma présentation et elle défile là. Là. Et Sur mon là, écran, elle défile. on a l'image de la petite. Est-ce que vous avez vu la diapositive de Montaigne quand je l'ai citée? Non, Non. Alors, je vais pas mettre le mode présentateur pour moi. Si je fais comme ça, vous voyez quelque chose? C'est moins... Ah oui, ça va pas aller pour moi. Là, il y a un souci technique, je vais vous demander de l'aide. alors, ben, normalement, quand on met présentation, voilà, quand ça. Ouais, moi je l'ai comme ça, mais par contre, vous devriez voir mes diapositives défiler. Vous pouvez cliquer sur une autre diapositive pour essayer? Voilà, moi j'ai mon autre diapo est passé. Vous devriez Non, voir la diapositive sur Germaine Tortel. non, on l'a pas. On n'a pas, oui. Donc, et là, pour nous, vous Ah, ça y cliquez. est, Là, on y est. ça y est, ça y est. Il y a un petit Oui, pour moi, décalage. ça ne fonctionne pas. Il y a un petit décalage.
Là, maintenant, on a Germaine Tortel. Donc, C'est quand ça. vous avez cliqué dessus, on a vu apparaître que ça cliquait Mais et ça pour moi, sort. ça ne fonctionne pas sur mon ordinateur. J'ai besoin de revenir au mode présentateur. Alors, comment on va faire? Vous allez nous... Bah, à chaque diapo, il faut repasser au mode Non, initial. ça va aller. Bon. Là, on a Germaine Tortel devant nous. Oui. Bon, écoutez, je vais faire comme ça. Pour moi, c'est pas pratique du tout parce que j'ai pas les diapos ensuite. Et je vais essayer comme ça pour pas perdre trop de temps. Là, c'était là. Vous auriez dû voir ça. Non, Oui. là, ça y est. Là, on Voilà. la voit bien. Bon. Bon, c'est pas super pratique pour moi parce que j'ai pas les autres diapos, mais bon, on va voir, on va voir, on va y arriver quand même. Donc ça, c'était la diapo sur la citation de Montaigne. C'est Ouais. dommage que vous l'ayez pas eu Quand vous l'avez lu. quand je l'ai lu, mais vous l'avez là sous les yeux, Avec le folâtre en bleu. avec le folâtre exactement. Et puis là, vous l'aviez vu aussi, celle-ci, sur l'étonnement devant le monde. Non. Voilà. Bah, elle était restée bloquée. Bon, écoutez, il y a un souci technique, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, Donc ça, c'était quand l'idée de vous l'étonnement. cliquez dessus, on les voit maintenant, hein. Oui, oui, mais bon, j'ai pas de mode présentateur, c'est pour ça sur mon ordinateur. Voilà, là, on a Montaigne. Voilà. Et donc là, j'en étais là, c'était l'idée que même si institutionnellement, c'est inscrit dans les programmes seulement dans les classes terminales ou qu'à l'université, en fait, la philo avec les enfants, comme vous l'avez dit en présentation, ça se développe effectivement sous des formes très diverses, d'où cette chaire UNESCO qui a pu être créée en 2016 et qui coordonne un réseau international de chercheurs. Il faut savoir qu'elle est préconisée par l'ONU pour les systèmes éducatifs à l'horizon 2030. Bon, c'est des préconisations, on sait bien ce que les États peuvent faire des préconisations, mais n'empêche, voilà, que c'est quand même des reconnaissances par des institutions internationales qui sont importantes pour faire avancer les pratiques. Alors, sur un historique maintenant, donc effectivement, ne pas oublier Germaine Tortel. Elle est trop oubliée quand on parle de l'historique de la philosophie avec les enfants, mais c'était effectivement une inspectrice de l'école maternelle. Et elle a lancé des expérimentations et des réflexions sur la démocratisation de l'accès à la philosophie avec des très très jeunes enfants. Mais c'est vrai que c'est une femme qui a été complètement invisibilisée. Les chercheurs les plus connus en philo pour enfants, et c'est eux qui ont impulsé aussi des écrits, des recherches et des manuels, c'était, comme vous le voyez là, je pense là Oui, dans cette diapositive, on va bien. Matthew Lipman et Anne-Margaret Sharp. Ils étaient tous les deux professeurs de philosophie à l'université de Montclair, dans le New Jersey, et ils se rendent compte que leurs étudiants, qui ont une vingtaine d'années, hein, c'est en département de philosophie, Lippmann, il est professeur de logique et Sharp, elle est professeure de philosophie morale, leurs étudiants ont beaucoup de difficultés à répondre aux exigences du cours. Donc, ils se demandent pourquoi, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, et en fait, l'idée leur est venue d'aller commencer plus tôt, voilà, de pratiquer la philo, et ils vont aller dans des écoles maternelles pour aller expérimenter des dispositifs. Ils vont écrire des livres, des articles, ils vont faire des colloques, ils vont organiser des formations, et ils vont créer un très gros réseau anglophone de pratiques de philo avec les enfants. Et l'histoire, c'est que les outils, les livres de Matthew Lipman et d'Anne-Margaret Sharp ont été traduits par nos cousins québécois en français. Et c'est comme ça que c'est arrivé dans le monde francophone. Ils étaient tous les deux des disciples, je le mets là sur la diapo de John Dewey. John Dewey, c'est un philosophe qui a créé un mouvement anglo-saxon très important qu'on appelle le pragmatisme. Et en fait, un peu comme Montaigne, hein, c'est l'idée de rendre la philosophie accessible, populaire, comme le disait Diderot, et aussi au service d'un modèle politique particulier, c'est celui de la démocratie. Il veut une philosophie qui soit concrète, qui soit pratique, pragmatisme, qui soit ancrée dans le réel, le sensible, l'expérience, et qui soit basée vraiment sur le modèle de l'enquête, de la démarche scientifique et de faire en sorte que la philosophie puisse être au service de compétences démocratiques, de l'esprit critique, mais aussi de la coopération intellectuelle. John Dewey, par exemple, il critique le fait que la démocratie, alors il dit ça dans les années 50, hein, est réduite dans les démocraties occidentales à un mécanisme formel, c'est-à-dire le vote tous les 5 ans, alors que la démocratie a besoin d'être des habitudes de délibération au quotidien. D'où l'idée donc chez Lippmann et Sharp
de créer dans les classes ce qu'ils appellent des communautés de recherche philosophique. On va mettre en place au quotidien, auprès des enfants, dès le plus jeune âge, dès l'étonnement devant le monde, 4-5 ans, voilà, des moments, ce que j'appellerai un peu plus tard des oasis de pensée. Ça, c'est Hannah Arendt qui a cette expression-là. Mais des moments où on fait pause par rapport à l'affairement du monde et on va réfléchir ensemble, délibérer ensemble sur ces grandes questions universelles, intemporelles, qui nous concernent tous. Alors, j'aime beaucoup, moi, cet acronyme de communauté de recherche philosophique. Alors, comment concrètement ça peut se dérouler, un atelier de philosophie? Là, vous avez une image qui est tirée d'un atelier de philosophie à Dakar. Alors, au premier plan, là, je ne sais pas si vous le voyez, il est de dos, je l'ai là sur mon bureau, c'est Socrate. Ouais, c'est la marionnette de Socrate qui nous accompagne, le premier des philosophes, Monsieur Question, qui nous embête avec ses questions et qui est là comme une espèce de garant de veille, hein, d'esprit critique pour la communauté de recherche. Vous voyez, les enfants sont en cercle, il y a Socrate qui veille sur la qualité des échanges. Et puis, il y a la maîtresse ici qui lit un album, je le reconnais, là, c'est Jean de la Lune de Tommy Ungerer. Et c'est à partir de la lecture de cette histoire que vont être soulevées les questions et que va pouvoir commencer la discussion entre les enfants. Alors, désolé, là, comme je peux pas faire un déroulé progressif, vous avez le texte qui est, normalement, ça apparaît un par un, là, mais là, ça apparaît forcément par bloc, c'est pas très, très grave. Mais voilà quelques principes ici. Donc, comment ça se déroule? Donc, à partir d'une question qui va être soulevée, par exemple, par la lecture d'une histoire, donc la question survient. Alors, la question, ça peut être question universelle, intemporelle. Faut-il toujours dire la vérité? Alors, une que j'adore, qui a été formulée par un enfant de CE2 à Sarcelles. Peut-on être méchant et heureux? J'adore cette question. Elle est vraiment très, très belle, hein. Les enfants, assis d'abord le plus souvent en cercle, vont être invités à réfléchir collectivement sur cette grande question. Ils vont donc être invités, et vous voyez que le vocabulaire là, il est très scientifique, à formuler des hypothèses, déduire des présupposés et des conséquences, justifier leur opinion et évaluer collectivement la validité à la fois rationnelle et éthique des différentes propositions. Donc on voit déjà là, et c'est une activité donc de jugement critique. Alors ça, c'est quelque chose. Alors, je vois beaucoup d'ateliers, je vois beaucoup de vidéos, mais je vais aussi beaucoup dans des classes, j'en visite beaucoup, etc. Puis je lis plein de choses qui se font sur Internet ou dans des livres sur la philo avec les enfants. Et il y a souvent quelque chose que je vois dire aux enfants et que je n'aime pas du tout, c'est qu'on commence l'atelier en disant aux enfants qu'on va faire l'atelier et qu'ils peuvent s'exprimer et qu'ils peuvent s'exprimer librement parce qu'ils ne vont pas être jugés. Et moi, je dis il faut absolument pas dire ça parce qu'on ne va faire que ça, se juger. L'activité de philosophie, c'est une activité de jugement critique. Ça, c'est très différent d'un atelier d'expression libre. En atelier de philosophie, on dit pas ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit, ce qui est pas du tout la même chose. Et ça, je le dis parce que c'est un des écueils de l'atelier philo, ce serait de tomber dans le relativisme des opinions, de transformer l'atelier de philosophie en un atelier d'expression libre où il n'y aurait pas justement d'activité de jugement critique des idées. Les enfants vont émettre des hypothèses et le travail de la communauté de recherche, c'est d'aller examiner la validité justement de ce qui est dit. Est-ce que c'est vrai? À quelles conditions c'est vrai? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Ou est-ce que c'est faux? Parce que de la même façon qu'on peut parler sans penser, et ça arrive très souvent, on peut parler et en faisant l'examen critique de ce qu'on vient de dire, on vient juste de se rendre compte, hein, qu'on a dit n'importe quoi. Donc, le travail philosophique, c'est un examen critique de la validité de ce qu'on va dire. Avec les adolescents, moi j'appelle ça l'autopsie d'idées. C'est-à-dire qu'on met une idée sur la table, voilà, la justice c'est œil pour œil, dent pour dent. Super, excellente idée. On la met sur la table et on l'examine, on l'ouvre, on ouvre l'idée. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont ses présupposés? Déduire des présupposés. Quelles en sont les conséquences?
Si tu dis ça, alors, qu'est-ce que ça implique sur? Si tu dis ça, tu assimiles la justice à quoi? Est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce que c'est parfois vrai? Est-ce que finalement c'est jamais vrai ce que tu viens de nous dire? Bon. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste beaucoup en formation. Cette idée que l'atelier philo lutte contre le relativisme des opinions en développant le jugement critique des idées. Et c'est pour ça qu'ils développent les enfants, adolescents, hein, dans les ateliers de philosophie de façon patiente, régulière. Il faut vraiment le faire de façon régulière, l'atelier philo, pour que les enfants y développent une pensée qui va être à la fois critique, bien sûr. Alors là, c'est toutes les habiletés classiques d'argumentation, de conceptualisation, de problématisation, de ce qu'on appelle la gymnastique du cerveau, la logique aussi, hein, on va travailler la logique avec les enfants. Une pensée qui est vigilante, c'est justement l'idée de prendre soin non seulement des idées des autres, mais aussi de ses propres idées. Et puis une pensée créative, parce qu'on va voir que l'imagination va beaucoup nous aider dans les ateliers philo. C'est donc une expérience de la pensée qui va être commune et qui va faire le pari de développer l'esprit critique de chacun et de chacune par la rencontre avec les autres. Et les autres, c'est pas seulement les autres enfants, c'est aussi les œuvres qu'on va découvrir dans l'atelier de philosophie, parce qu'on va lire des histoires, on va regarder des extraits de films, on va regarder des peintures, des photos, on va se nourrir culturellement, parce qu'on ne pense jamais tout seul, on pense toujours avec les autres. Et les autres, ça peut être le patrimoine littéraire, artistique, qui nous est offert. Et d'avoir évidemment, et puis les pères et les autres aussi, ben, ça peut être l'adulte, hein. Donc l'adulte, les autres enfants, les œuvres qu'on y rencontre, et le pari d'avoir des répercussions sur l'agir et l'éthique individuelle et collective des participants. Donc il y a trois grands enjeux. Pourquoi on déciderait de faire de la philosophie dans sa classe? Il y a un premier enjeu éthique de reconnaissance de l'enfant. Souvent, vous savez, j'ai parlé des enfants, l'étonnement devant le monde quand ils nous posent, à nous, adultes, des questions philosophiques, ben, ces questions, elles sont souvent dérangeantes, délicates. On est toujours pressé, de toute façon, on n'a jamais le temps. Voilà, il est 22 heures et on nous pose la question de savoir si on peut être méchant et heureux. On nous pose la question de savoir ce qu'il y a après la mort, pourquoi il y a des gens qui sont méchants. Voilà. Est-ce qu'on est obligé d'aimer tout le monde? Voilà. Donc, les enfants, souvent, nous dérangent avec leurs questions. Et l'idée de pratiquer des ateliers de philosophie, c'est de leur reconnaître. Voilà, c'est un enjeu de reconnaissance. Moi, je vous renvoie vers les travaux d'un psychanalyste, Jacques Lévin, qui est décédé il y a une dizaine d'années, et Agnès Potard, qui a travaillé avec eux, où ils insistent beaucoup dans leurs écrits et dans les dispositifs qu'ils ont élaborés sur l'enjeu, encore une fois, éthique de reconnaissance de l'enfant comme sujet. Cette question que tu me poses, elle n'est pas ni pour plus tard quand tu seras grand, elle est ici et maintenant et je te donne un temps, même très court, les ateliers de Lévin, c'est 10 minutes, mais on t'écoute, on te prend au sérieux et on prend encore ce temps nécessaire pour t'aider à répondre à cette grande question qui, encore une fois, t'appartient en tant qu'être humain. Donc, enjeu de reconnaissance. Un enjeu démocratique, alors il y a tout un courant, notamment dans le monde francophone, qui s'est emparé des ateliers philo dans le cadre de la pédagogie institutionnelle. Je pense à Michel Tozzi ou à Sylvain Connac, qui est très connu pour ses travaux sur la pédagogie coopérative institutionnelle. Et donc là, l'idée, c'est que l'atelier philo, ben, il va prendre la forme justement du conseil de classe. Par l'atelier philo, on va apprendre aux enfants des habitus démocratiques. Et là, dans les dispositifs qui ont été élaborés, il y a l'idée que les élèves vont être co-animateurs de l'atelier philo. Ils vont avoir certaines fonctions. Comme à l'Assemblée nationale, il y a un président de séance, il y a les journalistes, il y a des reformulateurs qui, tous les quarts d'heure, doivent faire la synthèse des différentes idées. Donc, c'est vraiment l'idée que l'atelier philo, encore une fois, il est en soutien à la vie démocratique. On apprend à être un citoyen éclairé par l'exercice quotidien des habitus et des fonctions démocratiques. Et puis, il y a un enjeu politique plus général qui est très lié à un enjeu de didactique, de démocratisation de l'accès à la philo,
où là, ce qui compte véritablement, c'est le contenu des ateliers. Ça a souvent été des professeurs de philosophie comme Liebman, Sharp, moi ou Johanna Oken. C'est l'idée que la démocratisation de l'accès à la philosophie dans cette rigueur intellectuelle qu'elle nécessite permet de former l'esprit critique et permet de lutter contre deux écueils de la vie démocratique qui mettent en péril les démocraties, le relativisme des opinions d'un côté, tout se vaut. Il n'y aurait pas justement de capacité de jugement critique de la véracité des différentes opinions. Donc ça, c'est le risque du relativisme et le risque évidemment du dogmatisme, parce que dans une question philosophique, il ne peut pas y avoir une seule réponse unique et définitive. Il y a forcément un pluralisme des réponses. Il y a des réponses en philosophie. C'est une formule que j'aime pas beaucoup non plus quand on dit aux enfants qu'il n'y aurait pas de bonnes et de mauvaises réponses. Il y a des mauvaises réponses. Il y a des mauvaises réponses. Et il y a des bonnes réponses. Il y a des bonnes réponses justement quand on est convaincu par un argument. Donc l'idée, c'est de construire et d'être lucide sur la pluralité des réponses possibles qui peuvent être données. Faut-il toujours dire la vérité? Il y a des réponses, mais elles sont plurielles, en fonction des croyances ou des non-croyances, par exemple. Donc, il va y avoir des courants. Alors, ce qui est très très drôle quand on est prof de philo, c'est qu'on retrouve dans les classes des courants de pensée dans l'histoire de la philo. On peut retrouver vraiment, il y a des kantiens voilà, dans les classes, il y a des conséquentialistes dans la classe, il y a évidemment des croyants dans la classe. Et ça, c'est très, très drôle quand on a un bagage de culture philosophique comme un prof de philo peut l'avoir, de repérer dans les classes les différents courants qui vont s'exprimer dans la communauté de recherche. Donc voilà, ces trois enjeux, évidemment, ils sont complémentaires. Quand on fait un atelier de philosophie avec les enfants, on a à la fois évidemment un enjeu de reconnaissance, un enjeu démocratique et un enjeu politique. Les trois sont liés, mais c'est vrai que les dispositifs concrets qu'on va mettre en place dans sa classe, ils vont dépendre quand même, si vous voulez, de la priorité de l'enjeu. Qu'est-ce qu'on veut développer en priorité chez les élèves quand on met en place des ateliers philo? Si c'est surtout des enjeux de reconnaissance éthique, donc on va être sur l'estime de soi, par exemple, on va aller voir du côté de ce que préconise Jacques Lévin, Potard, etc. Si on est du côté des pédagogies institutionnelles, on va aller voir du côté des dispositifs élaborés par Tozzi ou Konak. Si on est dans l'esprit critique, le contenu philosophique, on va aller voir du côté de Lippmann, Sharp, mes travaux, etc. On bricole, hein. Dire les courants, encore une fois, ne sont pas, sont complètement étanches les uns avec les autres. L'idée, c'est vraiment de pouvoir bricoler un dispositif dans lequel l'enseignant est totalement raccord avec l'âge de ses élèves et avec ses objectifs particuliers. Moi, je connais plein de classes, enfin l'immense majorité des classes avec lesquelles je travaille, et bricole un petit peu, on prend un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et puis on trouve son style qui correspond aux objectifs. Donc voilà, ça c'était, enfin, je vais vite, hein, voilà, mais sur les différents enjeux, les différents dispositifs. Alors moi, c'est vrai que mes propres travaux, quand j'ai découvert la philosophie avec les enfants, c'était il y a plus de 25 ans peut-être maintenant, en tant que jeune à l'époque, prof de philo et élevé dans le moule de l'institution philosophique, j'ai d'abord regardé ces pratiques avec un petit peu de mépris et de condescendance. Est-ce que c'est vraiment possible de philosopher avec les enfants et ma rencontre avec Michel Tozzi, qui est devenu mon directeur de thèse, et le fait qu'à la maison, j'avais justement des enfants qui étaient très jeunes et qui me posaient plein de questions philosophiques, ont fait que je me suis intéressée à ces pratiques et que une des hypothèses fortes de mes recherches, ça a été que si on veut démocratiser l'accès à cette discipline, faire de la philosophie avec les enfants, moi je suis prof de philo, donc les ateliers tels que je les ai conçus, c'est des cours de philo. Sauf que mes élèves, ils n'ont pas 18 ans, ils en ont 4. Donc, comment on fait un cours de philo avec des enfants de 4 ans, ou de 6 ans, ou de 7 ans, ou etc. Ben, un cours de philo, ça se fait pas sans texte. Voilà, ça, c'était mon habitus. On ne peut pas apprendre, vous voyez, à philosopher sans médiation culturelle. Qui vont permettre ces médiations culturelles, la rigueur de la réflexion, vous voyez bien, ce côté, c'est pas le café du commerce, l'atelier philo. C'est pas la doxa, c'est pas le relativisme. Il y a une rigueur intellectuelle, il y a de l'exigence. Bon. Et on va devoir aussi, ça c'est un habitus de prof de philo, mettre de la distance affective. On ne parle pas de soi en atelier philo. Donc comment faire
pour développer chez les enfants très jeunes une pensée critique, une rigueur intellectuelle et qui ne parlent pas d'eux. Bon, bah, faut les nourrir culturellement, quoi. Donc, puisque les textes classiques, Spinoza, Kant, Hegel, sont totalement, évidemment, inaccessibles à des enfants de 6 ans, hein, laisse tomber, ça, c'est pas possible. Bah, c'est par la littérature. On va passer par les fictions pour nourrir culturellement les enfants, pour leur donner de la matière sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour pouvoir développer leur pensée. Et c'est là, après, moi, j'ai découvert la littérature de jeunesse. Et là, c'est les deux grandes fonctions des récits, hein, pour tous les êtres humains. Là aussi, c'est complètement intemporel. Qu'on ait 4 ans, 54 ans ou 75 ans, la littérature a deux grandes fonctions. Et on a besoin des deux. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de civilisation sans récit. À partir du moment où il y a civilisation humaine, il y a contes, légendes, maintenant il y a séries télévisées, nous avons besoin de fiction. Et pourquoi on a besoin de fiction? Deux raisons essentielles. Une, et elle est essentielle, il ne s'agit pas de la relativiser. On a besoin de fiction pour se divertir. Le réel est terrible, le réel est tragique, on a des soucis, on est fatigué. On a besoin de s'évader. C'est vraiment un besoin fondamental. Donc, on va choisir un livre ou on va regarder un film ou une série. Je ne vous donne pas d'exemple, vous les avez tout de suite dans votre tête. Où on sait très bien que ça ne va pas nous faire réfléchir. Ça va nous vider la tête. Voilà. On oublie le réel, on s'en évade pour se divertir. Et puis, il y a une autre fonction, et elle n'est pas plus importante, elle est tout aussi importante. C'est ce que j'appelle une fonction d'éclaircissement du réel. On va chercher un livre ou on va regarder un film, non pas pour s'échapper du réel, mais au contraire pour mieux le comprendre. Ce que j'ai pu appeler les lumières de la fiction. L'échappée belle dans le monde de l'imaginaire va nous permettre, en revenant dans le réel, de mieux le comprendre. Je me suis mis à la place des personnages. J'ai vécu par procuration toute une série d'expériences, des histoires d'amour, des aventures, des dilemmes moraux. Je me suis mis à la place des personnages. J'ai réfléchi avec eux. Et revenant au réel, je comprends mieux ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que le bien et le mal, ce que c'est qu'un bon choix, ce que c'est qu'une vie réussie, etc. Et ça, c'est une fonction qui est fondamentale. Alors, phrase de Ricoeur que j'adore. Voilà, qui dit tout. Tout est dit. Les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire, quand on ouvre un livre, qu'on regarde un film, hein, sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. Voilà. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure d'atelier philo et on fera une expérience de pensée dans le grand laboratoire de l'imaginaire pour aller explorer le royaume du bien et du mal. Vous verrez, c'est très concret, même pour les enfants très jeunes. Alors moi, mes recherches, donc à partir du moment, vous voyez, où je me suis dit, on peut philosopher avec les enfants, on doit philosopher avec les enfants, mais ils ont besoin de nourrissage culturel. Les textes classiques de philosophie sont pas possibles. Allons voir du côté de la littérature et d'une littérature d'éclaircissement. Bon. Et alors ça, bon, ben, vous le savez, vous enseignez avec les enfants, la littérature de jeunesse contemporaine, elle est d'une richesse extraordinaire. Voilà. Ça, c'est un bouleversement, c'est une révolution culturelle, hein, qui commence à avoir déjà presque une centaine d'années. Mais la littérature de jeunesse, elle aborde désormais avec subtilité, poésie et complexité, sans jamais être moralisante, voilà, ou explicite, des questions philosophiques et existentielles. Et la littérature de jeunesse, elle est toujours extrêmement révélatrice de la façon dont une époque, dont une culture, dont un milieu se représente le monde de l'enfance. Ça, c'est une vision anthropologique, hein. Là aussi, c'est la même façon que philosopher avec les enfants, c'est les reconnaître comme sujet, leur offrir une littérature d'éclaircissement implicite, poétique, qui aborde des questions délicates, c'est aussi faire le pari de leur éducabilité. Et quand on se représente l'enfant comme une petite chose innocente, ignorante, qu'il faut protéger du monde des adultes et de ces grandes questions, voilà, qu'on met plutôt sous le tapis, ben, on va lui offrir des ouvrages qui vont correspondre à cette représentation de l'innocence, de la pureté, c'est-à-dire une littérature qui n'est une lecture de divertissement. Voilà. On meurt pas dans Martine, hein. Voilà. On ne pose pas la question, on ne sait pas si on peut être méchant et heureux dans Martine, hein. Voilà, ça, elle ne répond pas à cette question-là. Voilà. Encore une fois, je ne dénigre pas ces ouvrages.
ils ont une fonction de divertissement. Voilà. Ça vide la tête, hein, ça fait pas réfléchir. Bon, vous me direz, après, on pourrait reparler des stéréotypes sexistes, notamment que ça véhicule. Bon, voilà. Mais là, on se vide la tête, quoi. Voilà. On réfléchit pas. Et c'est même des ouvrages qui sont complètement irréels, quoi. Ça n'a rien à voir avec la réalité, ces ouvrages-là. Bon, on meurt pas, il n'y a pas de chômage, les parents divorcent pas. Bon, voilà. Le pire qui peut arriver comme tragédie de la condition humaine, c'est d'aller à la piscine, mais comment va-t-il faire? Voilà. Bon. Mais encore une fois, les enfants ont besoin de ce type de récit. Comme nous, on a besoin aussi de conneries qu'on va les regarder à la télé pour se vider la tête. Par contre, la nouveauté, c'est qu'à partir des années 60-70, justement, en reconnaissant l'enfant comme sujet, et le succès de Bettelheim a eu beaucoup d'influence sur ce renouveau de la littérature de jeunesse. On va voir apparaître dans l'édition jeunesse tous ces albums dont je me suis beaucoup servi, enfin, j'aime pas le mot servir, mais je me suis beaucoup appuyée, voilà, à la fois dans mes recherches et dans la pratique. C'est des albums qui vont aborder de façon complexe des questions complexes, qui prennent vraiment pas les enfants pour des imbéciles et qui vont aborder des questions délicates, le courage, l'identité, la perception, la mort, et qui vont les aborder, encore une fois, de façon poétique, avec une très grande nécessité d'interprétation. Et c'est ces textes-là qui, pour moi, sont les plus riches pour philosopher avec les enfants. Puis un des symptômes aussi de la reconnaissance de l'enfant philosophe et qui a besoin d'ouvrages pour être guidé philosophiquement, je ne fais que le citer très, très rapidement, mais vous avez une mode éditoriale. Ça fait 20 ans maintenant. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Si vous allez dans une librairie jeunesse, ben, vous n'aviez pas de rayon philosophie avec les enfants et maintenant, ben, ça pousse comme des champignons. Toutes les maisons d'édition ont leur collection de philo pour enfants. Voilà, donc le plus célèbre, c'est les goûters philo chez Milan, mais il y a Gallimard, il y a la revue Phileas et Autobulle, il y a Astrapi, il y a Philofolie, etc., etc., etc. C'est ce que je dis souvent en formation. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, la difficulté, c'était de trouver des supports. Aujourd'hui, la difficulté pour ceux qui découvrent la philosophie avec les enfants, c'est pas de trouver, c'est de choisir. Tellement en 25 ans, l'offre, notamment éditoriale, en littérature jeunesse et en philosophie avec les enfants est devenue exponentielle. Bref, deux auteurs jeunesse que je vais convoquer pour l'importance de la littérature, d'une littérature réflexive, intelligente pour les enfants, qui va les amener à philosopher. Deux auteurs que j'adore, hein, Philippe Corentin. J'adore cette formule, hein. Enfin, les deux, vous allez voir, hein. Il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. C'est belle, hein. Mm. Et puis Tommy Ungerer, bien sûr. J'adore celle-là. Il faut traumatiser les enfants, sinon ils finiront experts comptables. Voilà. Bon, l'idée que la littérature, elle bouscule. Voilà. Mm. Comme la philosophie, ça va bousculer. Si on reprend l'allégorie de la caverne de Platon, le travail philosophique, c'est un travail d'arrachement avec nos opinions. C'est donc un travail qui va demander du courage, à la fois intellectuel et affectif. Et les enfants, je leur dis souvent, c'est pas parce que la philosophie, ce serait facile qu'on peut le faire avec les enfants, c'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt. Et dire aux enfants que ce qu'on va faire en philosophie, c'est difficile et ça nécessite du courage. Surtout que les enfants vont pouvoir justement être arrachés aussi à des opinions, à des contre-vérités qu'ils entendent dans les familles. C'est ça, évidemment, ça arrive et ça arrive tout le temps où ils se rendent compte que ce qu'ils entendent, comme on le disait tout à l'heure, quand on le passe au crible du jugement critique, soit c'est des contre-vérités, soit ça ne tient pas la route, soit c'est éthiquement intolérable. Et ça, c'est un risque qu'on comprend quand on fait de la philosophie. Si on ne prend pas ce risque-là, on ne fait pas de la philo. Et ça, mais on va le voir qu'on le fait évidemment avec beaucoup de bienveillance et avec des dispositifs qui permettent justement, et notamment par la littérature, de mettre tout ça dans une distance affective qui permet d'oser penser. Je vois le temps qui passe. Mon Dieu, il passe très, 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 très vite. Je vous montre un exemple d'atelier. Donc, ça va être très rapide.
Voilà, un exemple d'atelier qui marche super bien, que j'ai énormément fait. Je pense que j'ai dû le faire de 150 fois cet atelier un peu partout dans le monde. Et ça, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est l'universalité de ce que disent les enfants. Donc, c'est un atelier de philosophie qu'on peut faire à partir de 6 ans. Et alors là, on fait en formation d'adulte, hein, ça marche jusqu'à ce que mort s'en suive aussi. C'est un atelier à partir d'un mythe de Platon qu'on trouve dans la République et qui s'appelle l'anneau de Gigès et qui existe, vous le voyez, en album jeunesse. Alors, ce que je vais vous montrer donc très rapidement, parce que le temps file, hein, c'est une recherche. Qu'on comprenne. Oui, bien sûr. C'est une recherche qui est en cours. D'ailleurs, je vous ai mis l'article, hein, je vous l'ai donné en même temps que le PowerPoint. C'est une recherche-action, c'est-à-dire que le chercheur mène lui-même les ateliers. Donc, le chercheur, c'est moi. C'est mener le même atelier dans des contextes culturels, économiques, sociologiques, très différents a priori les uns des autres. Donc la France, la métropole et l'outre-mer, Luxembourg, Monaco, Turquie. Je vous donne quelques exemples de terrains, hein. Québec, Sénégal, Bénin, Mali. En gros, ça va de la classe avec les enfants les plus riches du monde, c'est Monaco. Voilà. Là, ici, là, ils sont là. C'est la classe qui est au pied du rocher. Ils sont 24 enfants, c'est 24 milliardaires. Il n'y a pas un millionnaire dans la classe, hein. Ils sont tous milliardaires. Et ils ont correspondu au Bénin avec une classe à Boïcon, au nord du Bénin, 80 enfants sous l'Abrapalabra. Le même atelier. Et l'idée, c'est d'aller voir ce que vous voyez là, les philosophèmes universaux. Est-ce que quand on propose le même atelier, à des enfants dans des contextes culturels, économiques, sociologiques aussi différents les uns des autres, est-ce qu'on va avoir des discussions qui sont très différentes par les exemples, les questions, les problèmes qui y sont soulevés, ou est-ce qu'on va trouver des universaux? C'est ça que je voulais vous montrer rapidement. Quelques petites photos avec Socrate à Monaco. 80 élèves, là, ici, Boïcon, avec les lettres qu'ils ont envoyées à leurs correspondants monégasques. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande. Je sais qu'il y en a qui sont en ligne, voilà. Le Liban, etc., etc. Le dispositif, alors je vous le présente, on commence par lire l'histoire. Je vous le fais rapide. En fait, donc dans l'anneau de Gigès, c'est l'histoire d'un berger qui garde ses troupeaux. Il y a un tremblement de terre, tout d'un coup, le sol s'ouvre en deux, et Gigès peut voir ce qu'il y a au centre de la terre. Donc, il décide de descendre sous terre. Et qu'est-ce qu'il voit sous terre? Allongé par terre, le cadavre d'un géant, un géant mort. Et le géant porte à son doigt une bague en or. Gigès s'approche, il prend la bague et il repart sur terre sans prendre autre chose. Quelques jours plus tard, nous dit Platon, Gigès se rend à une réunion avec les autres bergers où ils discutent ensemble de l'état de leur troupeau. Et Gigès, pendant la réunion, lui, il joue avec sa bague. Alors, je vous l'ai mis, je ne sais pas si vous la voyez bien, la bague, la grosse bague, la plus grosse possible en or, voilà. Donc, ce que je fais, je le joue, je le mime avec les enfants. Donc, Gigès, pendant la réunion, il joue avec sa bague, hein, et sans le faire exprès, il tourne le chaton vers l'intérieur de la main. Et aussitôt, il devient invisible. Donc, il tourne la bague plusieurs fois, il fait l'expérience, et Gigès découvre effectivement que l'anneau qu'il a dérobé au géant, a le pouvoir de le rendre invisible quand il veut. Non. Là, j'arrête l'histoire. Alors ça, c'est souvent quelque chose que je fais quand je me sers d'une histoire. Je lis l'histoire jusqu'à un moment précis de l'histoire où il y a un dilemme moral, par exemple, où il y a une situation qui va nous faire penser, qui va représenter donc une expérience de pensée. Donc là, à ce moment-là, j'arrête l'histoire. Je leur dis que je leur raconterai la fin dans 10 minutes. Et pendant 10 minutes, vous voyez là, je les mets par petits groupes, avec deux questions. Ils doivent réfléchir pendant 10 minutes, à votre avis, que va faire Gigès? On a un berger. Il découvre une bague qui a le pouvoir de l'invisibilité. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ensuite, expérience de pensée. Souvenez-vous de la phrase de Ricoeur, le grand laboratoire de l'imaginaire. Imagine. Imagine que demain, vous vous réveillez et sur la table de la cuisine, il y a l'anneau de Gigès avec un petit mot, tu l'as pour 24 heures. Qu'est-ce que vous feriez? Imaginez votre journée d'invisibilité.
Très important au niveau des consignes, les idées dans les groupes sont anonymes. On leur dit, vous avez le maximum d'idées. Dès que quelqu'un dans le groupe a une idée, vous l'écrivez. Même si vous n'êtes pas d'accord, quelqu'un a une idée, on l'écrit. Et les idées sont anonymes. On ne met pas le prénom de la personne qui a eu l'idée. Vous notez toutes les idées sur votre feuille. Non. Vous les laissez mariner pendant 10 minutes. Vous passez, vous regardez s'ils ont bien compris les consignes, vous les laissez. Plus ça va, plus ça rigole, folâtre. Là, ils aiment bien la philo, hein, je vous dis pas. Vous allez voir ce qu'ils vont dire, hein. Bon. Et au bout de 10 minutes, on prend les exemples au tableau. Et là, je vais vous montrer ce que tous les enfants du monde, ados, adultes disent, hein. Voilà. Catégorie exemple retrouvée dans toutes les classes. D'abord, la journée d'invisibilité. Alors, dans l'histoire, hein, Gigès, il tue le roi et il prend sa place. Mais sinon, les enfants, ados, adultes, hein, tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pendant sa journée d'invisibilité? Évidemment, on transgresse les interdits. Numéro un, le vol. Et alors, tout le monde vole, hein, même les milliardaires de Monaco. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde vole. Les exemples changent, pas en fonction du milieu culturel, les exemples changent en fonction des âges. Si vous avez 6 ans, vous volez des bonbons et de la nourriture. Le Nutella la nuit. Voilà. Si vous êtes un ado, vous volez des objets, les vêtements, voilà, c'est très genré, hein, aussi un garçon-fille. Et les adultes, en formation des enseignants, vont directement à la banque. Voilà. Tout le monde vole. La fraude aux moyens de transport, prendre l'avion sans payer. Petite touche culturelle, en Afrique, ils rajoutent sans visa. Ouais, ils y pensent. Espionnage, on est invisible, on espionne. Voilà. Donc là, c'est pareil, les petits, ils vont à l'école pour écouter ce que les copains et les copines disent quand je suis pas là. Ils testent l'amitié. Les ados, les filles ados vont voir les stars dont elles sont fans dans leur intimité. Les ados, les garçons vont voir les filles sous la douche. Excellente idée. On note tout au tableau, hein. Très bonne idée. Les adultes, c'est les lieux de pouvoir. Faire des blagues, faire peur, se venger. Et se faire plaisir, échapper aux contraintes. Journée d'indivisibilité, on va pas à l'école, on conduit la voiture, on boit de l'alcool, on regarde des films interdits, tout ce qui est interdit. Puis après, il y a une autre catégorie qui est plus marginale, mais qu'on va voir quasi systématiquement, les Robins des Bois. Je vole, mais attention, hein, c'est pas pour moi, c'est dans l'idée de la redistribution et donc de la justice. L'espionnage des lieux de pouvoir pour révéler des lieux, des secrets cachés, et le meurtre. Tuer quelqu'un qui représente un danger pour la planète. Trump, Poutine, Netanyahou, en Turquie, j'ai eu Erdogan, voilà. Au Mali, j'ai eu le président pour sauver la démocratie, et en France, Macron, Le Pen, tout ce que vous voulez. On tue quelqu'un qui représente un danger. Tous les âges, hein. Enfin, peut-être pas 6 ans, vous voyez, le meurtre, hein, mais cycle 3, par exemple, Poutine, je l'ai régulièrement en ce moment. Trump, 2016-2020, je vais le revoir, voilà. On peut retrouver tuer Trump, voilà, maintenant on a notre GIGES. Enfin, bon. Mais c'est avec l'idée que ça rendrait le monde meilleur. Ça, c'est votre base. Alors, vous les regarderez, le PowerPoint, je vous l'ai donné, c'est des exemples. Vous voyez, on est à Creil. Qu'est-ce que je ferais si j'étais invisible? Rester au lit, sécher les cours, conduire une Ferrari, bien sûr, à 8 ans, voilà. Écouter les conversations des autres, faire le tour du monde gratuitement. Si on va à Bamako avec des troisièmes, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a espionné le lit de Trump, la zone 51, tuer les présidents pour la planète et la démocratie. Voilà. Prendre le pouvoir, libérer les prisonniers, etc. Je vous en donne plein, hein. Vous voyez, en Turquie, c'est pareil. Voler, frauder pour voyager, voler pour soi, espionner, tuer, se venger, frauder. Toujours les mêmes. Rouroutou, voilà, île perdue au milieu des Australes. Et ben voilà, on va voler, on va frauder. Là, c'est Tokyo, là, ils veulent aller. Voilà. Faire des blagues, embêter. Mais la justice, la vengeance, manger, sortir dehors, aller au cinéma, aller au manège gratuitement. Toujours, toujours, toujours les mêmes idées. Qu'est-ce qu'on fait ça? Parce que l'atelier philo, il n'est pas fini, hein. L'atelier philo, il continue en disant, voilà, là, ça fait ça fait 30-40 minutes d'atelier. Il reste 20 minutes. Scénario possible, on dit aux enfants, voilà, on a fait une expérience de pensée. On s'est imaginé invisible, regardez votre tableau.
Vous allez formuler une question que cette expérience de pensée soulève et que vous avez envie de soumettre à vos camarades. Ils écrivent tous une question, on en choisit 3, on les écrit au tableau et ils votent. Et la séance suivante, on fait l'atelier sur la question qui a été votée par les enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle la cueillette de questions. Je vous en montre quelques-unes, puis après, je vous montre un autre scénario possible. Donc voilà, expérience de pensée, l'anneau de Gigès, tous les exemples de transgression sont au tableau. Et en Turquie, ils votent sur la question, est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien? On a 5 questions, vous voyez, qui étaient au tableau. Est-ce que le pouvoir change les hommes? Est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien? Est-ce que le pouvoir rend mauvais? Peut-on mettre des limites aux lois? Est-ce que la société rend les hommes meilleurs? Ils ont voté, vous voyez, est-ce qu'on peut faire le mal pour le bien? Et le lendemain, on a commencé l'atelier par la discussion qui avait été votée par les enfants. Nouméa, ici, regardez, on est avec des CM de 6e, l'anneau de Gigès, les exemples de transgression. Ils écrivent tous une question. On en choisit 3. Qui veut proposer sa question? Il lève la main. L'homme est-il bon ou méchant? À quoi ressemblerait un monde sans loi? Qu'est-ce qu'un pouvoir juste? Ils ont voté sur à quoi ressemblerait un monde sans loi. Et le lendemain, on a fait l'atelier philo sur la question. Saint-Louis du Sénégal, c'est juste pour vous montrer ce dont ils sont capables, hein. CM1, CM2, l'anneau de Gigès, voilà. Est-ce que ce serait bien si on pouvait faire tout ce qu'on veut, finalement? On a bien rigolé à s'imaginer invisible, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus de loi et tout. Mais est-ce que ce serait bien de vivre sans loi, sans règles? Pas sûr, on va voir. Avons-nous besoin de loi? Deuxième question. Et la troisième, est-ce qu'on peut avoir des regrets quand on fait quelque chose d'interdit? Bien sûr qu'on aurait peut-être envie de voler, espionner, etc. Et ça, c'est une très belle question parce que c'est une question que renvoie Platon quand il écrit l'anneau de Gigès. Parce que peut-être que Gigès tue le roi et devient despote, mais imaginez-vous Gigès heureux. Est-ce qu'on peut avoir des regrets quand on fait quelque chose d'interdit? Dernier exemple de cueillette de questions, Rouroutou, on en parlait tout à l'heure. Regardez, là, c'était la première fois qu'il faisait un atelier philo, qui en a Socrate avec sa couleur de fleurs, voyez. CM1, CM2, premier atelier philo, on fait l'expérience de pensée à partir de Gigès, que des exemples de transgression des interdits, cueillette de questions, qu'est-ce que le pouvoir? Est-ce que tout le monde veut être un justicier? Est-ce que ça vaut la peine de se venger? Pourquoi tout le monde n'est pas riche? Voilà. Et ils ont voté sur la question de la richesse, parce qu'ils avaient envie de voler, etc. Donc il y avait la question de l'argent, de la richesse. Ils se sont posé la question, pourquoi tout le monde n'est pas riche? Et on a fait l'atelier dans la foulée. Là, ici, il restait 20 minutes d'atelier. Et pendant 20 minutes, j'ai animé l'atelier sur la notion de richesse. En fait, est-ce qu'on est riche que d'argent? Et ils ont fini par dire bah, que la richesse, c'était pas que l'argent, c'était aussi l'amour, c'était aussi le savoir, ils ont dit. Et qu'en fait, leur question, elle était nulle parce qu'en fait, tout le monde est riche de quelque chose. Ah, c'était un très bel atelier. Deuxième scénario, parce que vous voyez, la cueillette de questions, elle peut sembler difficile à la fois pour les enfants, mais aussi pour l'enseignant qui anime, parce que vous n'avez pas la main sur la question qui est votée par les enfants. Et donc là, vous pouvez dire, je garde la main. Et après l'expérience de pensée sur l'invisibilité, une fois qu'on a tous les exemples de transgression de loi au tableau, bah à ce moment-là, on peut dire aux enfants, bon, il nous reste 20 minutes d'atelier et on va réfléchir. Vous vous êtes imaginé invisible et regardez votre tableau, c'est pile ce que les adultes vous interdisent de faire. Pourquoi les adultes vous interdisent de faire tout ce que vous voulez? Et là, vous avez une réflexion sur la fonction des lois. À quoi ça sert les règles? À quoi ça sert les lois? Est-ce que toutes les lois sont justes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des lois qui sont injustes? Et quand les lois sont injustes, est-ce qu'il faut désobéir? À quoi on reconnaît qu'une règle est juste? Ou alors vous les emmenez sur à quoi ressemblerait un monde sans loi, ce que les philosophes appellent l'état de nature. Ou vous les emmenez vers une réflexion éthique. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de transgresser la loi quand nous sommes seuls? Rien. Dieu? Conscience morale? La peur des conséquences? On y va. Donc, mais là, vous voyez, dans ce scénario-là, vous aviez la question dès le début de l'atelier, vous savez exactement où vous voulez les emmener, avec l'expérience de pensée de Gigès, les exemples de transgression qu'inévitablement ils vont vous amener, et à partir desquels vous pouvez lancer votre réflexion sur soit la liberté, soit la question de la justice ou de l'état de nature, soit sur des questions d'éthique.
L'anneau de Gigès, juste vous donner quelques références, il existe en album, mais il est souvent épuisé. Vous le retrouvez notamment dans les Philofables de Michel Picmal, voilà, qui est facilement disponible. Et on a une allusion dans le goûter philo sur le bien et le mal, qui commence par une petite anecdote où c'est une maîtresse, Madame Gertrude, qui a le pouvoir de rendre invisibles ses élèves pendant une journée. Enfin, c'est vraiment un clin d'œil à l'anneau de Gigès. Et quand j'étais au Bénin, pour l'universalité des récits, ils m'ont offert un conte, je l'ai là, il est sur mon bureau, je ne le connaissais pas, mais c'est un conte africain qui s'appelle Le planteur et la bague. Et c'est l'histoire d'un planteur qui découvre une bague qui lui donne la possibilité de faire tout ce qu'il veut sans être puni. Donc il n'y a pas l'invisibilité, mais il y a l'impunité. Conte traditionnel béninois, c'est la même histoire que Platon. Donc là, sur l'universalité, on est vraiment servi. Universalité des exemples, universalité des questions et même universalité des histoires. Là, c'est un tableau qui a été pris dans une école de pêcheurs près de Bamako, au Mali. Et c'est l'idée, vous voyez, que les ateliers de philosophie permettent de faire vivre en acte aux enfants un idéal laïque d'une fraternité qui serait pluriverselle, c'est-à-dire qu'au-delà de nos différences particulières, qu'il ne s'agit pas de nier, bien au contraire, hein, on peut même les mettre en avant, cette diversité culturelle, et puis on peut mettre en avant aussi les systèmes de domination qui existent entre ces différentes sociétés, mais nous sommes unis finalement aussi par un lien qui est le lien de la raison, qui est le lien des questions et qui est le lien de ces histoires que nous avons besoin de nous raconter pour donner sens au monde. Ça va? Est-ce que j'ai 5 minutes? Oui, Allez, 5 minutes. Conclusion, je vais aller forcément très, très, très vite, mais vous avez une bibliographie et vous pourrez compléter tout ça. Je termine souvent ces conférences par une allusion d'abord à une gravure de Goya, que vous pouvez voir au Louvre. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller à Paris, il y a une exposition sur les fous en ce moment. Et cette gravure de Goya, elle est exposée. Le sommeil de la raison engendre des monstres. C'est d'actualité, hein, quand même, hein, sur les enjeux politiques, hein, de la philo avec les enfants. Et là, je vais me référer à une autre philosophe qui s'appelle donc Hannah Arendt. Et Hannah Arendt, elle développe une réflexion qui me semble très en résonance avec les enjeux de la philosophie avec les enfants. Vous savez qu'Hannah Arendt, elle est philosophe dans les années 1930, elle est juive, elle échappe à la Shoah. Et elle est de cette génération de philosophes qui vont connaître l'effondrement de la foi des Lumières. Les philosophes des Lumières, là, comme Goya par exemple, mais Kant, Rousseau, Diderot, étaient persuadés que le jour où l'humanité aura accès au savoir, l'instruction gratuite, hein, laïque, obligatoire pour toutes et tous. Le jour où l'humanité aura accès au savoir, eh bien, nous vivrons dans un monde pacifié. La barbarie naît de l'ignorance pour les philosophes des Lumières. C'est inconcevable pour des gens comme Rousseau, comme Kant ou comme Diderot, créateurs de l'encyclopédie, justement pour démocratiser l'accès au savoir. C'est impensable qu'on puisse être cultivé et barbare. Or, ce que vit Hannah Arendt, c'est cet effondrement. Les nazis étaient des gens cultivés, intelligents, très logiques, voilà, des amateurs de grande littérature, de grande musique, ils étaient très raffinés, ils étaient très polis, et c'était des barbares. C'est-à-dire que le savoir ne sauve pas de la barbarie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un scandale, philosophiquement, pour tous ceux qui étaient les héritiers de la philosophie des Lumières. Et Hannah Arendt, elle va chercher à le comprendre. C'est une obsession dans son œuvre, et elle va assister, vous le savez sûrement, hein, au procès d'Eichmann, à Jérusalem, elle est journaliste et elle assiste au procès de ce haut dignitaire nazi qui est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Voilà. Et elle fait une distinction qui est fondamentale entre l'intelligence et la pensée. Elle dit, et c'est ce qu'elle va dire, la banalité du mal. On peut être très intelligent, très cultivé, très poli et être un barbare, parce que si Eichmann est intelligent, il est capable de rationalité, il est incapable de penser. Par exemple, Eichmann est incapable de faire la différence entre légal et légitime. Toute la défense d'Eichmann, c'est de dire, moi j'étais fonctionnaire, il y avait des lois, j'ai appliqué les lois, donc je ne vois pas pourquoi je suis là à être condamné puisque je n'ai rien fait d'illégal. Voilà. Et elle dit, mais il est incapable il pense pas, il ne fait que répéter, voilà, et il est tout le temps dans cette posture
Ce qu'elle dit, hein, Huchman n'est pas stupide, mais c'est la pure absence de pensée. Ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité ou que l'ignorance, qui lui a permis de devenir un des principaux criminels de son époque. Phrase célèbre, hein, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. D'où, dit-elle, l'éducation ne doit pas être seulement un lieu de formation à l'intelligence, mais elle doit d'abord, l'éducation, être un lieu de formation à la pensée. L'esprit critique, le doute, la complexité, en lien profond avec le pluralisme, l'acceptation des désaccords et de sa propre vulnérabilité. C'est une façon de dire aussi que même si j'ai des convictions, c'est des convictions qui sont parmi d'autres, et elle appelle de ses voeux des oasis de pensée. Et je voudrais terminer là-dessus. Il me semble vraiment que les ateliers de philosophie avec les enfants, c'est une mise en acte de ces oasis de pensée que Hannah Arendt appelle de ses voeux. Et Dieu sait si aujourd'hui, eh ben, le modèle démocratique et humaniste, il est en péril et que cette injonction à des oasis de pensée, de vulnérabilité, de prendre le temps pour discuter coopérativement ensemble, sont des conditions de survie des démocraties contemporaines. Voilà. Quand on est, quand on est en présentiel, alors continuez, hein, vous avez encore quelque chose. Non, 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 c'était ma dernière diapo. Je, D'accord. voilà, je vous remercie. Je passerai une info tout à l'heure sur la journée mondiale de la philosophie. Eh bien, tout le monde l'aura puisque vous aurez accès au PowerPoint. C'est mercredi prochain, c'est au siège de l'UNESCO à Paris. Et pour celles qui ne seraient pas encore inscrits, les journées sont complètes, mais dans la soirée, notamment le mercredi 20, il y a encore la possibilité de s'inscrire à partir de 17h30. Il y a le parrain de la chaire UNESCO qui est Hartmut Rosa, qui est un très grand philosophe contemporain, qui sera présent et vous pouvez encore assister à cette soirée à l'UNESCO mercredi prochain. C'était Michel Serres qui était le C'était président. Michel Serres, le premier parrain, qui Il a avait quitté succédé tout de à. suite. Ouais. Voilà, et à la disparition de Michel Serres, j'ai demandé à Hartmut Rosa, qui est un philosophe contemporain qui travaille sur le temps, l'accélération, et Mhm. un concept clé de résonance, qui est un très très beau concept, et il a accepté tout de suite et il sera là mercredi prochain. C'est un Allemand, Un Allemand, il est philosophe et sociologue allemand. Il est passionnant, vraiment, je vous invite non seulement à pouvoir l'écouter si vous êtes parisien la semaine prochaine, mais à découvrir son œuvre qui est vraiment aussi extrêmement riche. D'ailleurs, vous avez mis dans la liste de ressources, il me semble, hein. Il me semble. Alors, quand on est en présentiel, on applaudit à ce moment-là. Mais là, on ne peut pas à distance, Ouais, ouais. c'est un des gros manques. Alors, Non, avant, c'est mieux présent, c'est toujours mieux. Mais bon, ça donne quand même l'occasion de ouais, diffuser. oui. Et avant de reprendre les questions, je voulais juste vous lire, je vous donnerai le chat après, vous le recevrez, mais magistral, merci. D'origine grecque, je vous remercie pour cette expérience inoubliable, etc. Donc, Merci. pour l'instant, on a plus de merci que de questions. Vraiment génial, votre présentation. Je suis Merci, merci à content. vous. Merci, merci. Voilà, concise, passionnante. Voilà, donc je vais quand même essayer de remonter parce que j'avais repéré quand même une question, puis après je passerai la parole à Yasmine et on pourra donner d'autres questions. Il y a quelqu'un qui dit qu'au début, vous aviez parlé d'écueils pour ces Oui, ateliers avec les enfants. oui. Donc, quels seraient ces écueils et quel point de vigilance Moi, voilà. j'en vois deux, et c'est pas des vues de l'esprit, c'est des choses que je vois aussi dans les classes. Le premier écueil, j'en ai beaucoup parlé, c'est celui du relativisme, c'est confondre l'atelier de philo avec un atelier d'expression libre, Oui. avec l'idée que l'enseignant serait en retrait, et voilà, les enfants, alors ils parlent, en plus ils parlent d'eux, et puis moi je, et puis moi je, puis moi je, puis moi je, alors ils parlent, hein, mais ils pensent pas. Bon, j'exagère, vous voyez, je caricature un peu, mais voilà, l'atelier philo, c'est qu'a fait du commerce, quoi. Et donc, c'est la doxa, c'est l'opinion. Ce sur quoi lutte la philosophie. Oui. Et ça, c'est le risque du relativisme. Ah. Donc, l'atelier philo n'est pas qu'a fait du commerce, une expression libre. C'est pas un atelier de langage, c'est un atelier de pensée. C'est pas la même chose. Il y a des enfants qui pensent et qui parlent pas, mais ils philosophent. Mm. Donc le dessin, l'importance de l'écrit, j'ai pas eu le temps de parler de tout, hein, voyez bien, on a créé un diplôme universitaire, donc ça veut dire que ça nécessite de la formation, évidemment, mais notamment on insiste beaucoup sur l'importance de l'écriture, du dessin. L'atelier de philosophie, c'est un atelier de pensée.
Donc, on peut avoir des moments effectivement à l'oral en grand groupe, mais on a aussi de l'oral en petit groupe, on a de l'écrit individuel, on a du dessin, tout ce qui va permettre effectivement d'exprimer sa pensée. Donc, le premier écueil, c'est ça, c'est l'atelier de langage sans exigence intellectuelle. Et l'autre aussi qu'on voit beaucoup, et ça demande des points de formation assez précis, c'est de confondre l'atelier de philo avec un atelier d'éducation aux valeurs. C'est-à-dire qu'on va faire l'atelier philo, mais derrière, il y a un objectif d'instrumentalisation. On va faire l'atelier philo, comme ça, ils vont être moins violents. Ou on va réguler les problèmes de violence en faisant l'atelier philo. Ouais, faire de On va faire l'éducation morale et ouais, civique. éducation aux valeurs. L'éducation A, qui a toute sa place à l'école. Hein. L'école, justement, elle a dans les programmes, notamment d'enseignement moral et civique, à transmettre des valeurs particulières, lutter contre les discriminations, par exemple. Par contre, en philosophie, on ne fait pas passer un message particulier. Et ça, souvent, je peux voir que l'atelier philo, il est confondu avec des séances d'éducation aux valeurs. Et souvent, c'est quand on fait un atelier philo sur des thèmes comme la différence, garçon-fille, la moquerie. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans les faits, c'est un atelier où à la fin, bon, bah, il y a un message qui est passé. Les garçons et les filles sont différents, mais ils sont égaux. Voilà. C'est pas bien de se moquer, voilà. Ou c'est pas bien d'être violent, ou il faut se respecter. Donc ça c'est pas un atelier de philosophie, c'est de l'éducation aux valeurs. Ça a toute sa place à l'école, c'est légitime. Mais l'atelier philo, il commence quand on commence à réfléchir sur le message. Est-ce qu'il n'y a pas des violences qui sont légitimes? Est-ce qu'il n'y a pas des différences qui sont intolérables? Est-ce qu'on est femme ou est-ce qu'on le devient? D'où Est-ce qu'il y a des moqueries qui sont saines? Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de se moquer? Des formes de moquerie qu'il faut défendre. L'autodérision, la caricature, se moquer des puissants, se moquer des faibles. Quand on vous dit qu'il ne faut pas se moquer, de quoi parle-t-on exactement? d'où le rôle très très important de l'animateur. Ah oui, oui, pour moi, il est C'est un essentiel. cadre très difficile. L'animateur n'est pas en retrait. L'enseignant n'est pas en retrait. Bien au contraire, il est très présent pour animer sur le fond et sur la forme. Il y a dans l'atelier philo, ce qu'on oublie souvent aussi, des objectifs disciplinaires. Quand on fait l'atelier philo, dans sa fiche de prep, par exemple, il peut y avoir du vocabulaire. Ils ne connaissent pas le vocabulaire légal légitime. À la fin de l'atelier, ils auront ce vocabulaire qui ne vient pas d'eux, et ça vient de l'enseignant. Donc, il y a des objectifs de vocabulaire, il y a des objectifs aussi en termes justement bah, de nourrissage culturel. On va avoir besoin pour certaines notions de faire référence à l'histoire, de faire référence à la science, voilà, de faire référence à la littérature, à l'histoire de l'art. Et là, c'est l'enseignant qui l'amène. Donc, l'atelier philo, c'est un lieu de transmission de connaissances. Et puis, on peut faire de l'histoire de la philosophie, on peut parler des philosophes. J'ai montré Socrate, hein, mais bien, on peut leur parler aussi d'autres philosophes, de Kant. Il y a des petites marionnettes qui existent. Bon, c'est pas obligatoire, ça, l'histoire des auteurs. Mais par contre, ce qui est nécessaire pour moi, c'est le vocabulaire et tout ce que la question philosophique nécessite en termes de connaissances en histoire, en sciences. Donc, on fait aussi du lien, de la résonance avec les autres disciplines scolaires. Alors, il y a Alors, peut-être. j'ai une question ici. L'animateur doit-il être formé? Ah oui, bah oui, comme n'importe quelle autre discipline, comme en maths, comme en sciences, comme en littérature, ça nécessite une formation initiale et continue. Il doit être forcément philosophe. Non, pas du tout. Comme un professeur des écoles, les professeurs des écoles ne sont pas experts dans les 10 disciplines qu'ils enseignent. Et de la même façon qu'il ne faut pas être agrégé de sciences pour faire des sciences, très bien des séances de sciences à l'école élémentaire, pas être agrégé de philo pour faire des très bons ateliers de philosophie. Ce que je dis, enfin, ce que je m'adresse beaucoup, moi, à mon public d'étudiants, que des filles quasiment, professeurs des écoles, la séance de philosophie, elle se prépare ni plus ni moins que les autres séances en classe. Et elle se prépare d'un point de vue disciplinaire aussi. Quand on prépare une séance en sciences et qu'on n'a pas fait d'études de sciences, si on fait une séance sur les volcans, c'est des exemples que je donne souvent, ben on va déjà se renseigner sur ce que c'est qu'un volcan, histoire de ne pas dire des bêtises. Ben on va faire un atelier philo sur la liberté, et ben on va réviser comment philosophiquement on traite ce concept de liberté. C'est quoi les problèmes, c'est quoi les définitions, c'est quoi les courants. Et ensuite, on voit, ben, nos élèves, ils ont 4 ans ou ils en ont 15, comment je transpose didactiquement ce savoir savant en savoir pédagogique. C'est comme les autres disciplines. Donc ça nécessite ni plus ni moins de temps de préparation.
Par contre, il y a plein d'outils qui vous permettent de vous lancer. Il y a des manuels, comme les autres disciplines. Il y a des manuels en histoire, il y a des manuels en sciences, il y a des manuels en grammaire et en mathématiques. Il y a des manuels de philo pour enfants, mais qui vous font aussi, si vous voulez, réviser le contenu disciplinaire de l'atelier. Annick? Ouais, j'étais en train de regarder. Est-ce que votre Socrate représente le médium de l'atelier philo? C'est-à-dire, Ben, la petite. eh bien, oui, oui, mais c'est quoi Médium, c'est l'intermédiaire ou enfin, le média, quoi. Oui, enfin, j'adore, il est un peu punk, vous voyez, hein. Je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il permet aussi justement de poser l'atelier de philosophie dans l'histoire de la discipline. Ça commence avec une figure historique, le premier des philosophes, voilà, Socrate, et on explique son histoire, qui vivait à Athènes il y a 2500 ans, qu'il avait un élève qui s'appelait Platon. Donc ça inscrit, vous voyez, l'atelier philo justement dans un contenu tout de suite qui est disciplinaire et d'histoire de la discipline. Puis avec les enfants, ils représentent Monsieur Question, quoi, qui va nous embêter avec ses questions. C'est comme une marotte. C'est un Mais vieux monsieur. ah oui, oui, c'est Monsieur Question, quoi. Alors évidemment, une fois qu'on l'a présenté une fois aux enfants, ils l'adorent. On peut plus faire atelier philo sans Socrate. Mais c'est, oui, on peut avoir, pareil, on peut avoir plein d'outils. Par exemple, sur la question d'examiner les idées, moi j'ai une loupe. J'ai là dans mon sac. On peut présenter aux enfants que bah, justement en philosophie, on va examiner nos idées comme dans un petit laboratoire de scientifique. Vous voyez la loupe là? On la présente aux enfants en disant qu'il ne s'agit pas de dire ce qu'on pense, hein, mais on va aller regarder les idées, on va aller les examiner. Ah, t'as dit ça? Comment tu sais que c'est vrai? Est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce que tu es sûr de le penser? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Son idée, elle tient la route, elle tient pas la route? Et j'aime bien Socrate parce que moi je dis que Socrate quand même il embêtait les gens avec ses questions et c'est vrai que c'est ce que Platon raconte dans la caverne, hein. On est bien dans la caverne, on est bien dans elle est confortable la caverne. Le philosophe c'est celui qui va venir voilà ah bon t'es sûr et il y a un côté quand même tout le temps qui doit être très ludique et c'est pour ça que la marionnette elle est rigolote mais en même temps il nous embête quoi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire ce qu'on pense. Attention, on va aller l'examiner. C'est ça aussi la pensée vigilante. Alors là, il y avait aussi une question d'expérience. Donc, dans un atelier la semaine dernière, une jeune fille, 7 ans, Mm, Pakea, a parlé d'un mythe maori en expliquant que c'était un mythe. Une mm, jeune fille maori a dit que sa famille croyait que c'était vrai. mm, mm. Comment gérez-vous ce genre d'échange? Bah, très bien, c'est croire et savoir. On peut faire un super atelier philo sur la différence entre croire, être convaincu et savoir. Puis après, c'est un rapport à la fiction, quoi. Il y a aussi qu'est-ce que c'est qu'une fiction. Donc ça, pour moi, c'est des types de questions, de réactions qui permettent justement de le préparer. Moi, je réponds rarement à chaud, vous voyez, parce que justement, ça nécessite, vous voyez, de préparer l'atelier et de dire, elle est super cette question-là, on la traitera le mois prochain et on fera qu'est-ce que c'est qu'une fiction, le rôle de la fiction. Voilà, Et on puis, sent que vous et êtes- puis la différence justement d'épistémologie, des séances d'épistémologie, hein. Quelle est la différence hein, entre croire, savoir et être convaincu? Moi, j'aime bien l'idée aussi, une croyance, une conviction et un savoir. Ça dépend de l'âge, hein, vous voyez, hein, c'est pas des trucs qu'on va faire avec les grandes sections. Alors le Père Noël, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on sait qu'il existe? Faut les laisser un peu aussi dans leur pensée magique, hein. Il y a des stades aussi à respecter. Par contre, c'est l'important de justement, d'un point de vue du vocabulaire et de la précision du vocabulaire, que quand un enfant amène une croyance comme argument, que l'adulte le reprenne justement en disant, oh, tu as tout à fait le droit de le croire. Mais il y en a d'autres qui ne le croient pas. Donc, on ne peut pas le considérer comme un savoir. C'est pas vrai pour tout le monde. En fonction de l'âge, vous voyez, on trouve une façon, justement, mais tout de suite, effectivement, de que les différentes prises de position ne se valent pas, même d'un point de vue, justement, épistémologique. On a le droit de croire, mais attention, il faut être conscient qu'il s'agit d'une croyance. C'est pas la même chose qu'un savoir scientifique, universellement, et objectivement constitué à une époque donnée. Il y avait une Yasmine? question sur quels ateliers philo peut-on mettre en place pour des collégiens, quatrième, troisième? Ben, enfin, j'allais dire les mêmes qu'on peut mettre en place, il n'y a pas de différence particulière, hein. On prend un récit, on prend un mythe, on prend un classique de la littérature de jeunesse, un extrait de film,
Et on permet aux collégiens de faire une expérience de pensée. JGS, je l'ai fait des tas de fois avec des collégiens. Et tous les grands classiques de la littérature peuvent servir de base en atelier philo. Je crois, moi, les conseils que je donne aux enseignants, choisissez d'abord un thème avec lequel vous êtes à l'aise. Et ensuite, justement, préparez vos séances et on prépare une séance, justement, à les potasser un petit peu si vous choisissez le thème de la liberté parce que ça vous plaît, que vous avez envie de l'aborder avec vos élèves, d'aller voir déjà philosophiquement comment ce concept-là, il est travaillé. Un manuel de philo de terminale, hein, pas mal, hein, vous voyez. Et puis, il y a plein de choses, il y a plein d'outils maintenant pour se remettre à la philo de façon folâtre, hein. Mais déjà, se remettre à la philo et puis après, d'aller voir au niveau des supports. Je veux les faire réfléchir sur cette question-là. Quel extrait de film, quel mythe, quel classique de la littérature peut servir de situation inductive comme ça pour tout d'un coup cette question, il se la pose. Et ensuite d'animer l'atelier philo sur le fond, sur la forme. Évidemment, ça se prépare, hein, c'est ça que je veux dire aussi. Mais ni plus ni moins, faut pas mettre la barre trop bas, faut pas la mettre trop haut non plus, hein, sinon personne ne le fait. Hein, et surtout qu'il y a plein d'outils qui permettent aux enseignants de trouver des ressources. Même, vous voyez, par exemple, JGS, c'est des séances qui sont toutes faites et que vous pouvez trouver dans les manuels de philo pour enfants. Et ça, vous allez en avoir des centaines. Si vous regardez les manuels qui existent, les sites internet, des séances toutes faites, vous allez en trouver plein. Après, c'est comme n'importe quelle séance didactique, hein. Enseigner, c'est pas appliquer de façon mécanique, hein, une fiche de préparation. Il faut se l'approprier. Et on se l'approprie en préparant la séance. Mais ça n'empêche pas que c'est les séances qui sont toutes faites vous donnent des idées. Est-ce que Mais en même temps, est-ce que les pardon. ateliers de philo peuvent être mis en place pour éveiller à la spiritualité? Non, je pense pas. À la lucidité, oui, mais à la spiritualité, non. Elle a sa place, la spiritualité. Les enfants vont venir avec leurs croyances religieuses aussi, bien sûr, et elles ont toute leur place l'atelier de philosophie, c'est vraiment un espace laïque, dans le sens où on a le droit de croire et de ne pas croire. Donc c'est vraiment une laïcité en acte, l'atelier de philosophie. Par contre, il n'y a pas de finalité à éveiller à la spiritualité. Et la séance est-elle co-construite avec les enfants? C'est-à-dire, Alors, je vous lis, hein, oui, oui, oui. pas explicité. Ouais, si vous Avec les prenez enfants le aussi. dispositif de Michel Tozzi où il y a une co-animation de l'atelier, dans la forme, c'est-à-dire il y a un président de séance qui va distribuer la parole, il y a un reformulateur qui, tous les 15 minutes, va faire la synthèse des différentes idées, il y a des journalistes qui prennent des notes. Donc là, il y a une co-animation. Et Hein, puis dans le dispositif de la cueillette de questions que je vous ai montré, ouais. là, les enfants, ils vont choisir la question. Mm. Oui, donc ils co-animent. Hmm. Et sur le fond, c'est eux qui vont choisir. Après, vous avez vu les questions qu'ils sont capables de formuler. Donc, c'est vraiment pas. Après, c'est pas forcément la quête de questions ce que je conseille quand l'enseignant débute. Parce que vous pouvez vous retrouver avec une question, les enfants, ils l'ont votée, et vous, ça vous plaît pas du tout, vous n'êtes pas à l'aise. Et ça, c'est vraiment très déconseillé. Être super à l'aise avec le thème qu'on propose. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le thème de la mort, ils adorent parler de la mort, hein. Voilà. Mais non, vous le sentez pas, faut pas le faire. Mais en Vous même temps, c'est savez, remis à la fois suivante, donc on ouais. peut passer entre les deux séances. Oui, c'est une des façons de dire, voilà, on finit par le vote de la question et vous avez 8 jours pour préparer. Mais si vous n'êtes pas à l'aise du tout avec la question, vous avez beau avoir 8 jours pour préparer, c'est pas sûr que 8 jours, ça vous suffise pour être à l'aise. Euh, voyez bien, c'est des questions de choix pédagogiques, là. Mais le conseil, encore une fois, que je donne, le thème. Choisissez un thème. Regardez un manuel de philo de terminale, hein, regardez toutes les notions qu'il y a. Il y a le bonheur, il y a la liberté, il y a la justice, il y a l'art et le beau. Il y en a des thèmes, hein. La vérité, évidemment. Donc, choisissez un thème déjà, vous, qui vous plaît, vous avez envie de vous y remettre. Et puis ensuite, en fonction de l'âge des élèves, d'aller choisir des supports qui sont adaptés et d'aller trouver dans les manuels de philo pour enfants qui existent des séances qui sont même toutes faites. On va vous proposer des supports, on va vous proposer un dispositif. Il faut se lancer.
Et l'idéal, c'est de se lancer aussi dans un collectif, hein, dire un établissement. Si vous êtes plusieurs collègues à vouloir vous lancer, c'est l'idéal Mm. pour Mais préparer ensemble. Ouais. est-ce que c'est plus difficile en collège qu'en primaire Non, c'est pas plus difficile. C'est c'est plus facile entre guillemets institutionnellement à l'école élémentaire parce qu'il y a déjà la polyvalence. Mm. Et donc l'enseignant, il a les enfants bon, bah, toute la semaine. Donc dans l'emploi du temps, c'est plus facile aussi, dans l'heure de MC, couplé avec un peu de littérature et un peu d'histoire ou un peu de science. Et voilà, l'atelier philo. Il faut surtout pas voir l'atelier philo comme quelque chose en plus. Mm. C'est quelque chose qui s'inscrit dans Mm. le quotidien de la classe. Et notamment, bon, ben dans l'EMC, comme on développe l'esprit critique, ça a toute sa place. Dans l'heure d'EMC, on peut tout à fait caler un atelier philo. C'est pas en plus. Si c'est en plus, on le fait pas, hein. Voilà. Donc, et c'est plus difficile dans le secondaire, dans le sens où le cloisonnement, il est plus disciplinaire. Donc, les enseignants aussi, au niveau de leur identité professionnelle, ils se sentent plus attachés à une discipline en particulier. Chez les profs des écoles, comme ils sont polyvalents, on se dit, me se remettre à la philo. De toute façon, ils sont déjà remis à la science, déjà remis à l'art, déjà remis à l'anglais, etc. Donc, finalement, une en plus, une en moins. Il y a le PS, etc. Donc, la polyvalence aide beaucoup à justement à intégrer la philosophie dans sa pratique. C'est plus compliqué dans le secondaire, mais ça se fait. Non, je pensais à Ouais. l'âge. C'est-à-dire qu'il y a une plus grosse difficulté en début d'adolescence à Bon, sortir comme de pour tout, l'activité. j'allais dire presque comme pour n'importe quelle activité, parce que ils sont dans une posture qui peut être une posture, ça, on va pas les mettre tous dans le même sac, quoi, mais plus de rejet, de fatigue, de contestation, de mauvaise foi, voilà, de ne pas oser prendre la parole, de regarder les autres, etc. Mais ça va pas être spécifique à l'atelier de philo. Oui, oui, non, mais pour que l'atelier Mais, philo fonctionne, mais d'où l'importance de passer par des médiations culturelles. Et on va surtout pas leur demander de parler d'eux, quoi. oui, oui, non, ça c'est important. Mm, mm. Écoutez, après, des questions. Quelqu'un qui parle de Frédéric Lenoir qui a développé ce concept avec son association. Il y a une association qui s'appelle Sève. Ouais. Vous y êtes, non? Oui, il m'a demandé de l'aider à créer le plan de formation, effectivement. Hmm. J'avais Bon. une question sur la journée mondiale de la philo, donc je me Oui, suis permise de mettre le lien. Puis voilà, il y aura pas peut-être très des bien. désistements de dernière minute. Donc s'il y a des personnes intéressées, vous pouvez déjà vous inscrire pour le mercredi soir. Et sinon, Ouais. faut guetter pour le mercredi 20, jeudi Ah, 21 novembre. C'est une expérience formidable. Oui, parce qu'en fait, vous êtes, comment dire, il y a les ateliers philo, mais il y a les journées de la philosophie. Vous écrivez aussi, si j'ai bien compris, pour enfants. ouais, oui, j'en ai pas écrit beaucoup, mais j'en ai écrit quand même trois. Ouais. Ça parlait de quoi? Ben, il y a enfin, vous irez les lire. Mais il y en a deux qui sont publiés à l'Initiale. C'est une maison d'édition indépendante. Et il y en a un qui est sur la vie de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Donc là, vous retombez sur le point de départ. Sur le 18e, ouais. Bien, bah, Il y écoutez, avait une librairie à Paris pour celles qui sont parisiens aussi, la librairie des Petits Platons, justement. hmm. Maison d'édition. Il faudra Mais, renvoyer le remercie. lien, mais elle est dans le PowerPoint. Moi, je peux peut-être, je sais Ouais. pas. Tuc. Présentation aussi agréable qu'utile. Il y en a qui disent que ça donne envie de s'y lancer. Donc c'est bien, le but est atteint. N'hésitez pas, je vais faire tout de suite. Je le fais dans la discussion. Je mets la journée mondiale de la philo. Voilà, je crois qu'il est parti. Et je prêche pour ma paroisse une demi-seconde par rapport aux éventuelles réticences adolescentes. Moi, je pratique la philothéâtre, de Ouais. même que voilà, des ouvrages de Johanna Oken aussi qu'Edwige a cités pourraient vous aider à réfléchir à la posture de l'animateur, l'animatrice, le retrait et notamment la place que prennent les enfants ou les ados dans les propositions Mm. pour co-construire, comme vous disiez. Et notamment le théâtre peut permettre vraiment de rentrer dans un espace, dans un oasis, comme disait Edwige, voilà, de se débarrasser.
de son corps social habituel et de se dire, je rentre dans autre chose. Les pratiques de l'attention également. Enfin, il y a vraiment de quoi piocher pour mettre aussi les participants dans une disposition particulière. Et un dernier message. Merci beaucoup pour votre présentation claire, vivante et très intéressante. Voilà. Je vous enverrai le chat et alors pour conclure, tout le monde recevra votre présentation, donc pourra relire notamment les phrases de Montaigne, etc., la liste de ressources et l'enregistrement, sachant qu'il y a des gens qui sont inscrits, on était plus de 239, je crois, inscrits, et qui n'ont pas pu se connecter, donc tout le monde pourra vous nous entendre et réfléchir. Et la liste de ressources est vraiment très, très passionnante. Voilà. Alors, il y a une question, c'est est-ce le cas dans d'autres pays? Cela devrait rentrer dans la formation des futurs PE. Ah oui. Ah ouais, bah nous on n'arrête pas. À l'INSPE de Nantes, je peux vous dire qu'ils en entendent parler en formation initiale. J'étais cet après-midi avec mes étudiants de M1. Donc, il y a beaucoup d'INSPE quand même, où il y a à minima une sensibilisation, voire des heures de formation, et puis des séminaires recherche. Moi, je suis des mémoires hein, tous les ans de M1, M2 sur la question. Et puis, on a créé un diplôme universitaire aussi. Il Mais forme. en dehors du territoire national, puisque le chaire de l'UNESCO, c'est quand même mondial. Oui, Donc c'est là, pour l'instant, ce que vous faites est francophone. Euh, francophone aussi. On travaille aussi. On a des partenaires aux États-Unis, ah, c'est ça, d'accord. Donc il y a des... en Amérique du Sud aussi. Il y a des pôles de recherche au Mexique, au Venezuela, Hmm. Chili, en Argentine, vraiment partout. Hein. Voilà. C'est Donc il y a un grand réseau des énorme. activités réseau pour philo pour enfants. Énorme. Énorme. Et c'est une grande mode en ce moment, c'est ça? Et vraiment partout, même en Asie, la journée mondiale de la philo, je ferai une intervention en visio pour Bangkok, pour la commission nationale thaïlandaise. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment, ça se développe partout. Donc Et c'est bien, tant la mieux. démocratie devrait progresser. Ouais, on verra. C'est systémique, hein. Ouais, Et ça reste, vous voyez bien, ça reste quand même des pratiques qui, même si elles se diffusent, restent quand même de l'innovation. ouais, C'est pas inscrit quand même dans les programmes, il faut encore se battre quand même. ouais. Bah, comme la philo n'est pas inscrite dans tous les programmes de tous les... en Italie, si je me souviens bien, c'est à partir de Pas la dedans. seconde. Ouais, ouais, En ouais. France, c'est juste terminal et encore, comme vous l'aviez bien dit, pas pour les Pas professionnels. professionnel, ouais. Et il y a des pays où c'est juste une option. Oui, aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup d'États où c'est qu'à l'université. Ouais. Donc un choix très personnel. Oui, donc très élitiste. Enfin, comme dit des montagnes, en fait, personne n'en fait hein, de la philo. Ouais, ouais. Donc le but de la chaire de l'UNESCO est de répandre la démarche Ah oui, philo c'est démocratiser l'accès. Oui, oui. et faire bouger les programmes dans l'ensemble des pays, quoi. Préconisation de l'ONU, on a quand même réussi dans les préconisations des systèmes éducatifs à l'horizon 2030, il y a un chapitre sur la philosophie avec les enfants. C'est une préconisation, mais c'est important. Voilà, c'est des reconnaissances institutionnelles. Donc, c'est censé mettre la pression sur les États. Mm. Eh bien, merci. Ben, merci à vous surtout. Et puis après, il faut y aller, il faut s'y mettre. Encore une fois, il y a plein de ressources. Oui. Ça donne même le tournis quand on commence à regarder les bibliographies, les sites. Là, il faut J'en choisir. ai mis quelques-unes, voilà, quelques références pour se repérer dans cet univers. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour se lancer. Et est-ce qu'il y a des ateliers qui ont été filmés pour voir Oui, on a plein, plein, plein. Justement, sur le site de la chaire UNESCO, vous en avez. D'accord. Vous avez et notamment, et puis sur YouTube, après, un peu tout et n'importe quoi parfois aussi, mais bah, il y a Johanna Oken qui dirige la Ouais. maison de la philosophie de Romainville. Il y a plusieurs ateliers aussi de Johanna qui sont en ligne. Michel Taudy également, on peut voir Michel pas mal de Todzi aussi, vidéos. et Gilles Sarouroutou sur le site de la chaire UNESCO avec les enfants. Il y a l'atelier philo qui a été sur l'anneau de Gigès qui a été fait donc, dans cette école Ouais. des Australes. Et là, celui-là, on le trouve sur, Ouais, sur sur le UNESCO. site de la chaire UNESCO. Ok, ben voilà, on va tous y aller. Voilà. Rendez-vous sur le site.
Ouais. Bon, bah, merci beaucoup hein, pour l'invitation, permettre de diffuser le message. Oui, À mais c'était bientôt. la Ouais. première fois qu'on parlait philo Ah, c'est et super, bah, tant mieux. C'est pas la dernière, j'espère. merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai déjà envoyé le PowerPoint, donc Tout le monde très bien. l'aura, l'enregistrement, etc. Donc on vous reverra. À bientôt. Au Merci revoir. Yasmine, à bientôt alors. À bientôt, Edwige. Prochaine. Merci beaucoup. Ah, au revoir.